Donc là, on se retrouve avec un honorable Pioneer SA 8800 qui est une machine iconique de l'ère IFI du milieu fin des années 70, qui est un appareil dans un état qui est quand même intéressant, mais qui, semble-t-il, a subi un échec de réparation précédente. Et il va falloir donc commencer par vérifier la structure et l'intégrité de l'appareil pour être sûr qu'il est dans son état d'origine. Avant toute chose, on ne va pas l'allumer directement. On va y aller progressivement avec les alimentations de laboratoire parce qu'on peut faire des dégâts si l'appareil n'a pas tourné depuis longtemps et le client me dit que quelqu'un a bricolé dessus. Je connais ces amplis pour avoir des problèmes notamment au niveau des transistors de déphasage qui vont se trouver ici, qui normalement sont en une partie. Donc je vois qu'ils ont été remplacés. Normalement, ces deux composants-là sont joints en un seul. Et je vois aussi que sur cette carte, on a ce qui semble être une projection de liquide qui est confirmée par la présence d'une oxydation sur le côté des lamelles du boîtier. On peut penser qu'il y a un chat qui a pissé dedans. Et du coup, là, directement en observant l'intégrité de la structure, je vois que ça, c'est pas d'origine. Je vois que les diodes sont pas d'origine. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Et quand on regarde sous l'appareil, il m'avait semblé voir en l'ouvrant qu'on avait justement des reroutages de pistes. Et là, je vois que ça ne va pas du tout. Ça va être à revoir complètement. Donc là, on va y aller progressivement par étapes. On va polariser avec une alimentation de laboratoire. Et on va relever les mesures et on va faire en sorte, une fois de plus, de restaurer un produit et de rendre à son propriétaire un appareil qui est à l'image du travail qu'on peut fournir. Donc après avoir vérifié le manuel de service, on voit que l'étage de sortie est autonome. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'alimentation externe, si ce n'est celle qui est fournie par les transistors de sortie au travers de cette ligne-là et de cette diode ici au niveau des étages de déphasage et d'amplification de tension. Ce qui va généralement poser problème sur ces amplificateurs-là, c'est les transistors joints hybrides ici, qui sont en émetteur commun et en base commune, qui ont tendance à se détériorer prématurément avec l'âge sans même avoir déliré. L'idée, c'est de polariser notre étage de sortie d'alimenter par les collecteurs des transistors et de voir comment l'alimentation se met à consommer et après relever la tension du courant de repos des émetteurs des transistors. Donc on voit que les condensateurs se chargent, ce qui est plutôt positif. Ça nous donne déjà une excellente indication de l'état de santé des étages de sortie. Parce qu'il faut savoir que ces appareils-là, quand ils n'ont pas marché depuis plusieurs années, quand les clients nous les confient, si on se contente de juste les mettre sous tension, on a des fois des petits feux d'artifice et on passe d'une réparation simple à une réparation carrément complexe. Donc là, directement, ce que je vais aller faire, c'est que je vais mettre émetteur à émetteur sur une paire complémentaire, comme ça, et je vais regarder si j'ai quelque chose qui doit être de l'ordre de quelques millivolts. Non, j'ai rien du tout. Donc on n'a peut-être pas du tout de polarisation à cet endroit-là. En tout cas, les bases, à mon avis, on n'a pas de 0,6 volts, on n'a pas de tension de jonction sur les transistors. On l'a, on a bien notre 0,6. Et est-ce qu'on est décentré? On est décentré, on est à moins 0,2, on a un appareil qui fait n'importe quoi, on voit que la tension n'est pas stable et qu'on a quand même un décalage du zéro. Ça, c'est très probablement dû à notre étage de déphasage ici qui a été un petit peu bâclé. Donc voilà, tant que cette tension-là n'est pas stable, l'appareil ne démarrera pas. Voilà. Et après, autant voir de l'autre côté sur les autres transistors. Là, on a carrément n'importe quoi, donc là, il va falloir un petit peu vérifier plus loin. Mais en tout cas, on sait que notre étage de déphasage est à reprendre parce que là, on a un comportement qui est clairement erratique et ça, c'est un appareil qui est malade. Alors, après avoir non sans difficulté remplacé la plus grande partie des transistors qu'on peut avoir au niveau des étages d'amplification en tension et de déphasage en entrée des étages de sortie, on a pu procéder à une mise sous tension, mais malheureusement avec un résultat qui n'est pas encore positif parce que on a la voie de droite qui, elle, est collée à son potentiel élevé, ce qui veut dire qu'on a une souffrance électronique supplémentaire. On a très probablement un des transistors qu'on appelle les transistors de commande qui vont servir aux bases de transistors de sortie qui sont très probablement grillés. À savoir que ici,
on a 0,6 volts sur la paire NPN et à peu près moins 0,5, 0,6 sur la paire PNP, ce qui veut dire que on peut d'ores et déjà, je pense, apprécier sur l'étage de sortie de la voie gauche un courant de repos qui normalement devrait être aux alentours des 10 milliampères, enfin des 10 millivolts notamment. Donc voilà, quand on mesure, on voit qu'on a quelque chose. J'essaye de faire les deux en même temps, on va pas faire de court-circuit. Donc là, je pense que la voie de gauche est saine. On va se focaliser sur la voie de droite et on va aller un petit peu regarder ce que ça dit au niveau de ces transistors-là, hein, qui sont ces deux-là, là, hein, ici, qui eux, à mon avis, sont malades et qui peuvent, je pense, vu les diodes qui ont été changées et les reroutages de pistes, poser problème. Voilà, on va bien prendre soin de décharger nos condensateurs pour éviter de faire un feu d'artifice. Et on voit par la suite. Après vérification de l'intégralité des composants actifs, je me suis rendu compte qu'on avait deux composants là qui sont défectueux, qui étaient montés donc sur la voie qui présentait toujours ce défaut de slam à 47 volts, à savoir D26 qui est une diode un S2471 qui a un courant de jonction qui peut aller jusqu'à 500, je crois, milliampères, qui avait donc été remplacé par une EN4148 qui est beaucoup plus faible, qui finalement a fini par claquer, et une résistance de 220 ohms qui a la position ici R80 qui elle avait changé de valeur. Alors ça c'est vicieux, c'est des résistances fusibles, et dans ces appareils il convient vraiment de toutes les vérifier, parce qu'elles peuvent, avec le temps, changer de valeur, même si l'appareil est sain, ce qui fait qu'on va finir par ajuster jusqu'à ce que ça claque. D'où le fait que le remplacement, par exemple, des chimiques qui va avoir tendance à forcer sur ces composants-là n'est pas recommandé. Maintenant, quand on alimente, donc on a bien une polarisation qui est présente. Hein, on a moins 0,7 ici et on a plus 0,5 là. Donc là, on va avoir quelque chose d'assez décentré. Je pense qu'on va dépasser les 100 millivolts. Voilà, on est à 174, donc là il y a vraiment un réglage à faire au niveau des étages de sortie, mais je pense que l'appareil déjà fonctionne. Là, j'ai juste relevé ces transistors-là pour éventuellement minimiser le risque de dégradation si ça devait s'empirer. Donc on va procéder à un alignement du zéro et un réglage des courants de repos. On va remettre tous les transistors comme il faut et je pense qu'on pourra du coup passer à la prochaine étape qui est l'essai. Et donc le nettoyage de tout ce qui est potentiomètre, et puis établir justement un plan définitif pour cet appareil. On arrive maintenant sur la procédure de calibration et d'étalonnement du courant de repos des étages de sortie. On nous explique donc de tourner certaines des résistances variables dans un sens puis dans l'autre. Et en l'occurrence, on va commencer par le réglage du courant continu en sortie. Donc il s'agira de tourner donc VR5, VR6 après préalablement les avoir mis plus ou moins centrés de manière à avoir 0 volt. Donc VR5, VR6, c'est ceux qui sont aux extrémités. Donc c'est les bleus qu'on voit là, c'est les deux réglages bleus qui sont là. On met donc l'appareil sous tension maintenant que tout est installé et on va donc se rapprocher du 0 volt avec une marge de 30 millivolts. On est dans le fameux courant continu en sortie, le DC offset. Donc on allume. On voit du coup qu'on est de 260, 257 et 346. C'est des valeurs qui sont complètement folles. Mais je rappelle que les étages de sortie ont au préalable été neutralisés comme expliqué dans le manuel de service. Donc là on va ajuster. Donc on devrait s'approcher du 0 maintenant ici. On voit que c'est quand même assez efficace. On voit que leur réglage est probant. Hein. C'est quand même des appareils qui ont été étudiés par des ingénieurs qui étaient brillants. C'est des produits qui sont tout à fait corrects. Hop, lui il s'est éteint au meilleur moment, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là on est à moins 4, moins 5. On va essayer quand même de se rapprocher au maximum du 0. Voilà. Ouais, ça c'est très bien. Allez, encore un peu moins si on arrive à forcer un peu. Voilà. Allez. Et ici aussi. Ici on va se rapprocher du 0. Voilà. Hop, je vais en rajouter un peu plus, j'ai été trop gourmand. Donc cette procédure-là, elle va permettre vraiment de viabiliser et d'acquitter
la sécurité au niveau des étages de sortie qui mesure ces valeurs-là, hein, la sécurité de l'appareil qui mesure justement le courant continu. Bon, peut-être pas à des valeurs qui sont aussi basses, mais quand on commence à arriver sur du 1000 millivolts, voilà, on a droit à des coupures. Donc là, j'ai réussi à bien les centrer. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui consiste justement à placer les sondes de test sur certains points et à justement obtenir une valeur bien précise. À la suite, il faudra appliquer un signal sinusoïdal de 1 kHz et obtenir donc 8,9 volts RMS alternatif en sortie. On est sur la première ligne idle current VR7 TP1 TP3, on doit obtenir 56 mV et on doit récupérer cette tension entre TP2 TP4. Donc ça va se passer à gauche, il faut qu'à droite on lise la même chose. Donc on va monter à 56 mV et on devrait récupérer aussi à droite 56 mV. On voit que ça y va tout doucement. « 3, 4, 5, 6, voilà. On va mettre bien 56. Voilà. Et on récupère à peu près 56, hein, ils le disent. Hein. Should register about. Bon, c'est très bien comme ça. On va continuer sur les autres points et on sera normalement susceptible d'écouter ce que cette merveilleuse machine a à nous dire d'ici quelques minutes. Alors voilà, ligne 2, vers 8, 7 plus, 5 moins, on cherche toujours 56. Vers 8, c'est celui qui est en dessous des sondes ici. Hop, voilà. 56, 56, 56. On est à 56. Là, du coup, on passe à 70 mV, ligne 3, VR9 TP1 plus TP3 moins qu'on reporte sur TP2 plus TP4 moins. VR9 c'est celui qui est ici, là, et là on cherche donc de la même manière que tout à l'heure 70 mV. Ça clique, voilà, on cherche. 70. Et donc pour finir VR10, TP7 plus TP5 moins 70 mV qu'on récupère sur TP8 plus TP6 moins. On allume. Là, ça monte. Donc VR10, c'est bien celui-là. Ouais, que je fasse pas de bêtises. Là. Et on va chercher donc 70 tranquillement. Ça y va, hein. Ça y va. Hop, prochaine étape, on a du son. Voilà, donc j'ai réussi à passer, en passant par le préampli, à obtenir une valeur qui était plus ou moins celle que j'attendais. Et on voit que là, on a, donc du coup, quand on a 8,9, on arrive bien effectivement à 10 watts. Ce que je vais confirmer de l'autre côté. Ça permettra de confirmer que l'appareil a vu mettre un niveau d'ajustement qui est bon. Hein. C'est vraiment à ça que ça sert. Et maintenant, on devrait pouvoir justement mettre de la modulation. Là, il y a un disque qui tourne. On va se mettre donc sur speaker A. Hop, on va se mettre sur auxiliaire. Après avoir procédé à l'ensemble des ajustements et un petit nettoyage des potards, une dernière vérification. On a maintenant une machine avec une sonorité exceptionnelle, quelque chose qui marche vraiment très bien, qui est très précis, aucun crépitement dans les potards. J'ai détordu tous les axes qui étaient un petit peu, avec le temps, qui avaient un petit peu été malmenés. Donc voilà, ça c'est un appareil, c'est une belle réparation, ça n'a pas été tout à fait facile, mais au moins on rend une fois de plus à son client un appareil qui est tout à fait vérifié, qui est calibré, qui est fait dans les règles, qui est au maximum avec ses composants d'origine, même si effectivement on a quand même changé pas mal de petits transistors. C'est un produit ça qui saura vraiment trouver place au sein du foyer de son propriétaire et qui lui donnera, j'espère, beaucoup d'heures d'écoute, de plaisir, voilà, en partageant cette passion commune qui est la musique et la haute fidélité. Merci à tous, merci de nous suivre. Bye bye.